Bonjour mesdames et messieurs. Je commence d'abord par présenter nos excuses pour ce retard. Je voudrais vous remercier pour votre présence à cette journée portes ouvertes. Je sais que chacun de nous a des occupations et surtout que comme c'est un samedi, la journée commence et est certainement surchargée pour certains parmi nous. En tout cas, un grand merci parce que vous avez décidé de mettre de côté certaines de vos occupations et de consacrer ces débuts de matinée à cette rencontre. Ça prouve que vous portez de l'intérêt à ceci. Et donc rapidement, je voudrais présenter comment est-ce que les choses se dérouleront. Donc tout à l'heure, j'ai laissé la place au docteur Kiboutou, qui va intervenir pendant quelques minutes. Je sais que beaucoup étaient présents au point de presse, mais il y en a aussi qui ont suivi via les médias. Il y en a qui n'ont pas eu l'opportunité de suivre. Il y en a qui ont probablement suivi et qui ont des questions et qui pourront éventuellement le poser après l'intervention du docteur Kiboutou. Donc après son intervention, il y aura un moment d'échange et après ce moment d'échange, nous allons passer, comme c'était prévu, à l'installation d'un comité provisoire. Un comité provisoire qui va s'occuper des activités au niveau de la Belgique. Comme vous le savez, ça va se passer de pays à pays. Et donc, nous, en tant que Belges, nous le ferons. En tant que Belges, certains m'ont posé la question de savoir pourquoi, déjà, on se dit, ben, pourquoi continuer à attendre, hein, la machine est lancée, et ceux qui sont partants, pourquoi ne pas déjà commencer de manière provisoire à s'organiser pour ne pas trop traîner et tomber dans l'habitude de la léthargie. Donc, j'expliquerai après le moment d'échange comment est-ce que ça va se passer au niveau de l'installation du comité. Donc voilà, je laisse la parole au docteur Kiboutou. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers membres de la diaspora, c'est depuis maintenant quelques mois que nous parcourons les médias, nous tenons des réunions, nous répondons aux questions. Et je peux vous dire très sincèrement que le fardeau n'a fait que s'aggraver. La vision est plus nette et la conviction est de loin plus grande qu'au commencement. Parce que je me rends compte que nous ne nous sommes pas rendus compte de notre besoin de venir ensemble. Je commence par parler de l'état d'avancement de notre mouvement. Comme vous le savez, nous avons commencé par la distribution d'une brochure. Et cette brochure est toujours en distribution, ce qui fait qu'à votre sortie, n'oubliez pas de jeter un coup d'œil. Là-bas, il y aura des tables. Je pense qu'on mettra les tables là-bas et pas derrière, là à la porte, pour permettre aux gens de se servir. Alors l'utilité de cette brochure, c'est d'éveiller notre besoin de venir ensemble, de partager notre message aux gens qui nous entourent et même aux gens que nous ne connaissons pas. Dès que nous nous rendons compte, vous connaissez comment ça se passe, que dès que vous croisez un Mwanamboga, vous savez le reconnaître à la différence des autres. Nous avons au niveau de l'équipe de base travaillé sur des textes, nous avons beaucoup de réunions. Nous avons quasiment fini
les textes les plus importants. Je peux donc dire que notre mouvement va se présenter sur le plan de son texte, sur le plan administratif, coiffé de deux casquettes. D'un côté, il s'agira d'une association d'activités civiles et de l'autre, une fondation. L'activité civile va viser notre visibilité, tandis que la fondation, elle sera là comme pour soutenir les initiatives, les entreprises, les projets. Ce qui fait que les cotisations iront dans la fondation, tandis que l'association va gérer les contrées, va gérer les contacts, va gérer tout ce qui concerne le travail que nous pouvons faire ensemble pour rendre effective notre visibilité. Donc voilà un peu le texte qui existe. Aujourd'hui, c'est des comités que nous voulons établir, comme Dr Beya l'a dit tout à l'heure. Dr Beya est économiste de formation. Il est docteur en théologie. Il est pasteur à Anvers. Madame Chantal Sima, qui est notre secrétaire, est médecin. Elle a été ministre régionale de la Santé, des Affaires sociales et de l'Emploi dans la région de Bakongo. Et il y a beaucoup d'autres qui ne seront pas là aujourd'hui. Vers la fin, on vous présentera toute l'équipe qui est présente au moins aujourd'hui. Nous sommes environ 11 personnes. Nous sommes encore incomplets parce que nous devons constituer une équipe de base d'au moins 21 personnes, de 21 membres. Donc voilà ce que je peux dire. Alors, le message que je voulais, ou les idées que je voulais présenter aujourd'hui avant de procéder à l'établissement de notre comité, je voulais attirer l'attention sur deux choses importantes. La première, ce sont les écueils qui rendent notre mouvement plus que nécessaire pour notre diaspora. Les problèmes auxquels nous faisons et faisons face. Le premier problème, vous le savez, ce sont les rêves inaccomplis. Nous avons tous quitté l'Afrique et personne ne me convainc qu'il a quitté l'Afrique sans un rêve. C'était juste pour venir faire du tourisme et puis retourner. Nous sommes tous venus en laissant derrière nous de l'espoir et en gardant dans nos cœurs l'espoir. Souvent on parle du rêve américain. Mais il n'y a pas que le rêve américain qui existe. Le rêve occidental, les rêves du voyage, a existé pour nous tous. Mais force est de constater que les années passent depuis que nous sommes venus dans les Mekili. Les années passent, mais rien ne change. Ou pas grand-chose. Plusieurs ont étudié, ont terminé les études, mais les diplômes sont dans les valises, n'ayant pas de l'emploi. Parce que l'oncle colonialiste n'a pas fait de nous sa priorité. L'oncle colonialiste s'occupe de son peuple, s'occupe de ses Belges, de ses Français, de ses Allemands, des souches. Et donc, nous sommes un peu comme le peuple de personnes. Ceux qui sont au pays ne s'occupent pas de nous. Ceux qui sont ici ne s'occupent pas de nous. Nos ambassades ne s'occupent pas de nous. Nous sommes le peuple de personnes. Et parce que nous sommes devenus le peuple de personnes, nous devons être grands pour nous prendre en charge. Nous devons nous occuper de nous-mêmes. Nous devons faire le grand. Nous devons faire la sagesse. Les Nations Unies, en comptant sur les organisations
bienfaisante qui viendrait à leur secours. Et je voulais apprendre de ces peuples-là, qui ont appris à se prendre en charge. Le baby-boom, vous avez probablement entendu parler de cette expression, le baby-boom. Baby-boom veut tout simplement dire qu'au lendemain de la guerre mondiale, en 1945, à partir de 1947 jusqu'à vers les années 60, les Occidentaux ont fait beaucoup d'enfants. C'est ce qu'on a appelé baby-boom. Mais seulement le problème, c'est quoi? C'est que tous les Zaïrois, j'appelle les Zaïrois ceux qui n'ont pas de prénom dans leur carte d'identité. Si vous n'avez pas de prénom dans la carte d'identité, vous êtes Zaïrois. Et si vous êtes Zaïrois, vous ne pouvez pas avoir moins de 40 ans. À moins que vous ayez été bébé quand on était Zaïrois. Donc, tous les Zaïrois sont dans la génération des baby-boom européens. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, vous connaissez la pyramide des âges. Pendant longtemps, la pyramide des âges de l'Europe était comme une femme enceinte. Mais bientôt, ça sera un monstre. C'est-à-dire que le baby-boom va monter vers la tête. Et il y aura donc plus d'Européens qui vont à la retraite que dans le passé. Et d'après les spécialistes, il faudra multiplier quasiment par 5, voire par 7, le nombre d'hommes, de vieillards qui sont disponibles aujourd'hui. Et je veux vous garantir que là aussi, vous ne serez pas la priorité de la société occidentale. En d'autres termes, lorsque dans 20 ans, la majorité d'entre nous seront à la retraite, il n'y aura rien pour s'occuper véritablement de nous. Rien n'est prévu. Nous ne figurons pas dans la priorité de la gestion des nations européennes. Et c'est là où se trouve notre problème. Nous ne pouvons pas, vous savez que nous venons de nos origines, nous sommes issus de la cueillette. Donc le four à micro-ondes n'était pas absent de notre culture. Ce qui se fait rapidement. Mais malheureusement, ça ne répond pas aux besoins d'un peuple. Il faut une planification. Il faut une réflexion longtemps à l'avance. Et je me réjouis beaucoup. Pourquoi? Parce que le Créateur nous a donné des gens parmi nous qui peuvent à un moment donné se dire ça on ne peut plus tolérer, nous devons faire quelque chose. Et c'est ce qui se passe sous nos yeux. Je commence à rappeler que notre but n'est pas simplement faire une association, parce que nous savons que les associations sont nombreuses et elles existent. Les églises sont des associations. Et il y a des associations civiles qui fonctionnent, qui essayent de répondre à des besoins de notre société, et le plus souvent les besoins immédiats. Mais nous ne parlons pas de ces associations qui sont utiles à nous tous, qu'on le veuille ou non. Nous parlons d'un mouvement. Nous parlons d'un grand besoin qui nous permet de penser sur un plan global, c'est-à-dire total, de notre diaspora, sachant que nous sommes tous dans la même condition. J'ai entendu récemment dans certains milieux militer pour un mot pluriel, les diasporas congolaises. Si on veut, on peut toujours mettre au pluriel, mais c'est ridicule de penser comme ça, parce que la diaspora est toujours une. Partout où les anthropologues représentent une diaspora, comment est-ce qu'ils font ça sur le plan schématique? Ils mettent une nation au milieu, c'est-à-dire la nation d'origine, et puis ils mettent comme des satellites, des points satellites, les différentes nations où sont partis les ressortissants de la nation de base. On peut mettre États-Unis, Canada, Turquie, ainsi de suite, mais tout part d'une carte de base, d'un pays de base, qui est le Congo. Alors maintenant, dites-moi, si vous voulez qu'on mette diaspora au pluriel, donc il faudra diaspora américaine, diaspora française,
diaspora congolaise de Norvège, diaspora congolaise de l'Angleterre, au nom de quoi? Et pour atteindre quel objectif d'analyse? Bon, maintenant, si moi je déménage, je m'installe en Norvège dans 2 mois, donc je deviens de la diaspora norvégienne. Mais ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Nous sommes une diaspora. Les Juifs sont une diaspora. Les Turcs sont une diaspora. Les Argentins sont une diaspora. Et c'est ça notre réalité. Donc c'est bon de penser global. Même si il existe des associations qui veulent s'occuper uniquement du territoire américain pour ne rester que là, c'est une bonne chose. Mais n'empêche qu'avoir une vision globale reste un besoin absolu. J'ai lu les écrits au sujet de l'organisation de la diaspora juive. J'ai vu qu'il existe effectivement principalement 2 ou 3 diasporas distinctes en dehors de la diaspora globale. Donc il y a la diaspora juive de l'Amérique, c'est-à-dire les États-Unis et le Canada constituent un groupe de diaspora. Mais quand j'ai lu pourquoi ils ont choisi ces noms-là, j'ai trouvé 2 raisons. La première, c'est parce que les objectifs qu'ils pouvaient atteindre étaient facilement atteignables à partir de l'Amérique plutôt que des autres pays. On pouvait atteindre ces objectifs en étant là-bas. Et deuxièmement, c'est parce que c'est à une époque où la communication n'était pas comme celle que nous avons aujourd'hui. Ce sont des organisations qui étaient créées vers les années 1965, 1970, parfois 1980, à l'époque où l'Internet n'était pas encore disponible. Donc, c'était plus facile à cette époque-là de fonctionner en étant sur un territoire géographique que dans le temps de la mondialisation où nous nous trouvons aujourd'hui. Donc, je suis vraiment d'avis, et ça c'est honnête de dire que nous puissions viser toute la diaspora. Maintenant, si dans la suite des temps, des Congolais de l'étranger d'un certain territoire jugent avoir leur propre organisation, il n'y a pas de problème. Il y a la liberté d'organisation. De la même manière que nous croyons qu'il existe déjà des associations, de la même manière que les gens doivent croire que nous avons le droit, nous aussi, d'exister. De la même manière, nous devons croire que dans l'avenir, s'il y a des gens qui veulent aller dans une autre direction, ils auront aussi le droit d'aller dans la direction qu'ils voudront. Mais ma préoccupation personnelle, c'est que nous soyons capables de résoudre le vrai problème qui se pose à notre diaspora. Le problème de mauvais riches et de mauvais pauvres. Les mauvais riches, fréquemment dans les sociétés, qu'est-ce qui arrive? Lorsqu'on organise la société civile, fréquemment, ceux qui sont bien dans la vie s'opposent, perturbent, bloquent. Mais pourquoi ils le font? Ils le font parce qu'ils se disent, moi je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. J'ai réussi ma vie, je gagne bien mon pain, j'ai de l'argent, tout va bien pour moi. Pourquoi s'organiser? Ça ne sert à rien. Et puis souvent, on donne toutes sortes de noms d'oiseaux à ceux qui veulent lancer l'organisation. Et c'est ça ce qu'on appelle mauvais riche. Et malheureusement, nous devons même, ou même je dois même dire heureusement, nous devons nous réjouir. Je ne veux pas être hors de ces mauvais riches, même si je ne suis pas riche, mais nous devons nous réjouir que nous ayons des bons pauvres. Les bons pauvres peuvent laisser les mauvais riches continuer à réussir leur vie. Vous n'allez pas vous réveiller le matin et vous trouver les 4 pneus de votre voiture crevés. Vous n'allez pas vous réveiller le matin et puis on vous attend, dès que vous entrez dans votre voiture, on vous règle les comptes parce que vous savez que les mauvais riches, les mauvais pauvres, je veux dire, ont été à la base de la Révolution française. Et je pense que la pensée globale en faveur de la société, de notre société, reste un besoin urgent. Et il faut que ceux qui ont des moyens, c'est-à-dire ceux pour qui donner 100 € par an ne coûtera rien du tout, il faut qu'ils donnent même l'exemple en disant, écoutez, ça ne me coûte rien,
alors je donne. Comme ça permet au mouvement d'avancer. À notre point de presse, j'avais donné l'exemple du Canada. J'avais dit qu'au fur et à mesure que les gens progressent, déjà de 14 à 25 ans, un Canadien donne déjà plus de $140 par an pour des initiatives caritatives. Mais plus on monte, plus les montants montent. Ceux qui ont atteint 65 ans, le plus souvent, dans ce genre de pays, on devient un peu plus riche à la retraite. Parce que beaucoup de grâces sont tombées. Facilement, on dépasse les 500 € pour des besoins caritatifs par an. Et je crois que nos riches, c'est-à-dire ceux qui pensent qu'ils ont réussi, ceux qui pensent qu'ils ont quand même quelque chose de régulier et qu'ils ont des moyens, il faut que nous puissions donner l'exemple et ne pas nous dire « je suis bien équipé sur le plan économique pour moi-même et pour ma famille ». Ce n'est pas juste. Maintenant, mon but n'est pas de nous juger, mais simplement de dire, si vous avez les moyens, ne bloquez pas les initiatives communes, parce que les initiatives communes sont là principalement pour faire monter ceux qui sont au bas de l'échelle, afin qu'ils montent et se situent quand même quelque part où ils peuvent se dire, ah, il y a une solidarité dans notre société, on s'est occupé de nous. Je peux donner l'exemple que vous connaissez de ce qu'on appelle le Resto du Cœur. Les riches pouvaient se dire ici en Europe, mais écoutez, je n'irai pas chercher quelque part pour aller boire une soupe populaire. C'est pas possible. J'ai tous les moyens. Mais pourquoi ils donnent? Ils donnent parce qu'ils savent que si moi j'ai tous les moyens, tous n'ont pas tous les moyens. Et donc il y a cette solidarité indispensable pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Vous connaissez les chiffres, j'en ai tellement parlé. Ce sont des chiffres fiables que effectivement 14% de notre diaspora ont un emploi qui correspond à leur formation. Cela veut dire 86% des formés n'ont pas un emploi qui correspond à leur formation. 55% de la diaspora congolaise ont un emploi. Alors, comme ce sont des statistiques, il faut toujours tourner autour des chiffres 4. Donc, 51 à 55% des Congolais de la diaspora ont un emploi. Cela veut dire qu'il y a entre 49 et 45% des Congolais de la diaspora qui n'ont même pas un emploi. Peut-être on peut dire, ah oui, bon, c'est quand même déjà quelque chose, mais pas dans des pays où le chômage est la clé du pouvoir public. Quand on dépasse déjà 12%, il y a des mouvements dans les rues. C'est inacceptable. Alors vous pouvez vous imaginer 45%, qu'est-ce que ça ferait si nous avions quelqu'un qui s'occupe de nous? Ça entraînerait des mesures spectaculaires et exceptionnelles pour essayer de résoudre les problèmes. Écoutez, on n'étudie pas pour rien. On ne peut pas passer 3 ans, 5 ans et plus sur les bancs de l'école pour rien. Pour se retrouver dans 86% des gens qui ne peuvent pas utiliser, c'est pourquoi ils ont étudié. Vous savez qu'il y a un rêve, quand vous passez des années et des années à étudier, ça crée un rêve en vous. Vous vous sentez déjà ce que vous étudiez. Si vous êtes en train d'étudier en tant qu'ingénieur, vous vous sentez déjà ingénieur. Vous vous sentez déjà quelqu'un d'utile à la société, ce qui est tout à fait normal. Mais vous terminez les études, 2 ans, 10 ans, 15 ans, et vous allez vers la retraite sans jamais avoir exercé dans le domaine pour lequel vous avez étudié. Mais c'est une catastrophe. C'est catastrophique. Et donc, c'est important de chercher des solutions à de tels problèmes. La montée de l'extrémisme en Occident
Pendant longtemps, nous avons cru que c'est seulement l'Europe où il y a des extrémistes, mais force est de constater que l'Amérique aussi se tourne vers l'extrémisme. On nous donne toutes sortes de noms, que nous ne sommes pas des travailleurs, que nous sommes paresseux, que nous ne valons pas un clou. Bientôt, on dira même que nous ne sommes pas de la même espèce que les autres. Et donc, il y a là une situation dramatique. Nous ne pouvons pas nous contenter, vous le savez, d'avoir le papier. Merci pour les régularisations. Merci. Mais c'est quoi la régularisation? C'est de l'argent? Non. C'est la poche. Si la poche était vide avant la régularisation, elle reste vide après. C'est une très bonne chose sur le plan administratif, mais ça ne suffit pas. Nous ne pouvons pas nous contenter de ça. Nous avons besoin d'un pouvoir économique. Parce que ça, tout être humain a le droit, justement, à avoir un pouvoir. Et l'extrémisme n'est pas un bon présage. Non, non, non. Et sans oublier maintenant l'agression migratoire qui vient de s'abattre sur nous. De quoi dire, waouh, nous étions des prophètes. Il fallait y penser déjà. Mais nous sommes en retard. Parce que le monde est en train de se remplir. Et voici ce que j'ai observé dans la société. C'est que les gens qui viennent de l'Est, les gens qui viennent du Moyen-Orient, cette nouvelle vague migratoire sont le plus souvent préférés dans les entreprises que ceux qui viennent du sud du Sahara. Cela veut dire que si déjà maintenant, avant que ce mouvement ne s'abatte sur l'Occident, nous étions déjà dans les chiffres dont je viens de vous parler, l'avenir ne sera pas mieux. Au contraire, ça va s'aggraver. Voilà les raisons pour lesquelles nous pensons que nous devons réfléchir et nous devons faire quelque chose. Que faire? Nous avons environ 5 mesures que nous pensons que nous pouvons accomplir au travers de notre mouvement. Première mesure, ou première solution, c'est nous rendre visibles. Nous sommes dans des sociétés démocratiques. Quand vous n'êtes pas visible, personne ne s'occupe de vous. Mais quand vous êtes visible, on vous écoute. Nous rendre visibles. Et nous avons proposé l'organisation des congrès. Parce que les congrès, avec les congrès, on peut atteindre 2, 3, 4 objectifs, 5 objectifs, ou plus encore. Grâce au congrès, nous sommes visibles. Grâce au congrès, nous pouvons nous éduquer les uns les autres, partager des principes, des sagesses, des principes, d'une nouvelle mentalité, des principes, tout ce qui est nécessaire. Au fait, c'est un lieu pour pouvoir partager des idées dont nous aurons besoin. Et je vous dis, très sincèrement, on n'est pas égoïste, on est ouvert. Ouvert pour découvrir partout où il y a un talent d'origine congolaise et un talent dans ce monde qui soit utile à notre population. Nous amènerons ce talent devant vous. Je donne juste un exemple. Je dirige cette église qui nous a prêté sa salle aujourd'hui depuis une trentaine d'années. Et je fais venir parce que j'ai cru que je n'ai pas tous les dons, je n'ai pas toutes les capacités. Alors je fais venir des Américains, je fais venir des Français, je fais venir des Anglais et des Africains d'autres pays, et même des Africains du Congo, pour venir apporter leur pierre, leur particularité à l'édifice que nous dirigeons. Et je crois que ça, c'est une bonne chose, que dans nos congrès, nous fassions venir des gens qui viendront nous motiver, nous encourager, nous parler, les politiciens, les scientifiques, les anthropologues, ainsi de suite, qui pourront nous apporter leurs témoignages. Dernièrement, ici au bureau, j'ai eu la visite
d'un chef de département, un diplomate chef de département de l'ambassade d'Israël et d'un député israélien qui sont venus me voir pour parler diaspora. Mais aussi, ils voulaient m'inviter pour une visite d'études en Israël. Et des gens comme ça pourront aussi venir apporter leur témoignage afin que nous soyons un peuple uni, mais qui s'équipe, qui se fortifie. C'est très important. Donc notre visibilité. Deuxièmement, la création des entreprises, nous en avons abondamment parlé, la création des entreprises, parce que nos cotisations vont couler à l'intérieur d'un compte bancaire qui sera complété par des comptes satellites. Le système est en bonne étude. Dans notre équipe, nous avons l'aide des juristes qui nous aident et on aura donc un compte central qui appartient à la fondation et puis ce compte central aura des attestations légales pour ouvrir des comptes satellites dans les différents pays où il y aura des comités qui travaillent avec notre mouvement. Et de la sorte, ça permettra d'arriver à la construction des entreprises. Nous avons dans notre équipe un chef de projet et des gens qui ont beaucoup travaillé dans les domaines de conception et réalisation des projets. Ils vont donc travailler pour qu'il y ait toujours des projets et lorsque notre contribution va progresser, cela va permettre la réalisation des entreprises. J'ai donné des exemples, des chiffres, c'est eux qui étudieront pour voir la véritable faisabilité. J'ai donné, en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que dans ces entreprises-là, il y aura une préférence pour la diaspora congolaise. Cela ne fait aucun doute. Une préférence d'engagement pour la diaspora congolaise. Dans la suite des temps, nous pouvons aller jusqu'à créer des centres d'accueil pour diaspora chez nous, au pays. Ce sont des centres qui seront plus que utiles parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand vous descendez là-bas et que vous devez rejoindre votre cousin, vous savez, j'ai découvert, je suis pasteur, je suis en contact avec beaucoup de gens, j'ai même découvert que parfois même c'est décourageant. Quand on pense à l'état dans lequel on a laissé la famille en quittant l'Afrique et en venant ici en Occident, et à l'idée même d'aller là-bas en vacances, pour aller vivre dans les conditions dans lesquelles on a laissé la famille, on est mal à l'aise. Nous, on a vécu une belle expérience, quoi qu'elle n'était pas la pire, la plus mauvaise, mais c'était déjà une belle expérience que, je crois que c'était en 1998, mon épouse va rendre visite à notre pays avec 2 de nos fils qui étaient encore tout jeunes, mais l'un des moments les plus difficiles pour eux, c'était d'aller à la toilette. Les interventions de chiffres. J'avais par exemple dit, nous sommes estimés en millions. Maintenant, faut-il rêver que tous viennent? Oui, il faut rêver que tous viennent, car la cause est noble. Et imaginons qu'avec nos 100 € par an, donnés par 2, 3, 4, 5 millions de Congolais, vous voyez ce que ça donne? C'est 200, 300, 400 millions. Et je vous dis qu'avec 50 millions, il est tout à fait possible de construire un centre normal d'accueil là-bas en Afrique. C'est tout à fait possible. Et lorsque je parle de nos contributions, nous sommes conscients comme mouvement que nous ne pouvons pas, il n'y a aucun pays qui se suffit à lui seul dans le monde. Et donc notre diaspora ne va pas se suffire à elle seule. Nous ferons des pas vers les autres. Mais nous ne pouvons pas compter sur les autres si nous-mêmes nous n'avons pas maximisé notre contribution. C'est pourquoi nous allons nous appuyer avant tout sur nous-mêmes, mais tout en sachant que quand nous devenons visibles, notre cause aussi devient visible. Nos besoins deviennent également visibles. Et quand nous sommes organisés, eh bien, les gens commencent à nous faire confiance. Ils peuvent dire, tiens, ce que vous faites est intéressant. Nous voulons collaborer avec vous.
Nous voulons vous faciliter la tâche. Et en ce moment-là, ça ne pourra que faire progresser notre condition. Tout à l'heure, je parlais des entreprises. Voici comment se présente le décor. C'est que dans la contribution qui se trouve dans notre cagnotte de la fondation, des moyens sont utilisés, l'argent est utilisé pour créer une entreprise. On engage les gens dans cette entreprise. Et lorsque cette entreprise produit les bénéfices, une partie des bénéfices reste dans l'entreprise pour lui permettre d'avancer, mais la dividende retourne dans la caisse d'où est venu l'argent pour créer. Donc cela veut dire qu'à un moment donné, à nos cotisations vont s'ajouter les dividendes qui viennent des initiatives qui sont créées par notre mouvement. Et cela pourrait permettre une multiplication des possibilités. Et si nous sommes trouvés fidèles, et nous devons l'être. Vous savez, quand vous êtes devant une situation de vie ou de mort, vous ne pouvez plus regarder en arrière. Vous ne pouvez regarder que devant. Parce que le chèque veut dire, je ne voudrais pas que nous puissions oublier que si nous échouons, nous aurons des problèmes dans quelques années. Vous ne pouvez vous imaginer ce que veut dire quitter l'Europe où vous êtes venu il y a 30 ans pour retourner en Afrique et avec une poche semi-vide. Vous ne pouvez vous imaginer qu'est-ce que cela veut dire. Et quand vous arrivez là-bas, tous les gens que vous avez aidés ne vont pas vous accueillir comme vous les avez aidés. Ils vont même nier votre aide. Et vous allez vous retrouver dans une situation de ne plus désirer vivre. Combien de Congolais meurent? J'en ai enterré aux États-Unis d'Amérique. Il est arrivé là-bas, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et le seul boulot qui était disponible pour lui, c'était dans un restaurant. Bien sûr, il mangeait bien, mais après un temps, il faut aller à la retraite. Et il s'est dit, qu'est-ce que je deviens? Crise cardiaque. Stroke, les veines sautent dans la tête. Beaucoup de nos compatriotes meurent non pas de contagion, ni des microbes, mais ils meurent de la maladie des soucis. Et nous devons nous en occuper. La région rurale sera également notre priorité. La région rurale. C'est-à-dire, lorsque nous avons atteint des objectifs, nous irons d'objectif en objectif, d'objectif en objectif. Nous pourrons viser la région rurale parce que c'est l'une des régions la plus intéressante. Je crois que vous avez découvert, vous qui êtes au courant de ce qui prévaut dans notre pays, que les Chinois préfèrent les régions rurales. Pas la ville. La ville, ça c'est pour les ouvriers. Mais les Chinois, ils sont en train d'aller dans les régions rurales. Nous avons exclu les débats politiques de notre mouvement. Mais dans nos congrès, il sera toujours possible d'avoir des ateliers politiques pour traiter de tout ce qui touche la politique de notre pays. Nous parlerons de tout, dans nos ateliers, ainsi de suite. Mais comme mouvement, nous ne voulons pas donner priorité à la politique parce que ça distrait des objectifs essentiels. C'est trop grave, la condition de l'avenir de notre diaspora pour que nous puissions nous distraire. Parce que vous savez, quand vous devez vous occuper de la politique, de notre politique actuellement, ça c'est ma petite observation, vous risquez de vous retrouver presque sans moyens, sans force. Je ne sais pas, mes politiciens, qu'est-ce qu'ils pensent qu'il faut faire? Peut-être que moi je suis radical. C'est pourquoi je me suis dit, occupons-nous d'abord du socio-économique. Et puis le reste viendra après. Maintenant, je ne vous dis pas que dans des équipes secrètes, je ne m'occupe pas de la politique. Mais dans le mouvement,
nous restons socio-économiques. Je suis un prédicateur charismatique, j'ai failli dire Alléluia. Mais bon, enfin, les régions rurales, j'ai fait la connaissance des mouvements qui travaillent pour l'écosystème, le développement avec les moyens écologiques. Et j'étais impressionné par leur travail, impressionné. Ils sont capables d'installer des réseaux de villages de 300 foyers, avec les panneaux solaires pour donner la lumière, pour donner les frigos, pour donner la télévision, avec des appareils de forage pour puiser l'eau potable. Ce sont des appareils qui sont créés, qui sont inventés en Italie, pour puiser l'eau jusqu'à 50 mètres de profondeur. Or, dans notre pays, il n'y a pas un seul endroit où on peut dépasser 50 mètres pour aller puiser l'eau. Donc, ce sont des appareils fort intéressants et de bons prix. Qu'on peut donner pour rendre la région rurale comme l'un des meilleurs endroits où aller vivre. Parce que si, dans la région rurale, vous avez la télévision, vous avez l'eau froide, vous avez la lumière qui vient des panneaux solaires, la lumière électrique, la ville ne deviendra pas d'office. Vous savez que nos villes sont devenues comme des déserts où il n'y a rien à faire. Vous connaissez les chiffres qui circulent là-bas, plus de 80% de chômage. Donc c'est important que nous ayons, vous savez que toutes les autres diasporas ne se sont pas privées de leur pays. Mais nous sommes privés de notre pays. Et la raison fondamentale, probablement vous la connaissez, c'est que, le climat là-bas est difficile. Je ne parle pas du climat géographique, mais du climat politique. C'est trop difficile. Mais aussi le fait que l'habitat est compliqué là-bas. Et donc nous pouvons, grâce à notre mouvement, rendre la région rurale habitable, en sorte que, pourquoi pas, grâce à nos comités nationaux, nous serons au courant de ce que nous voulons faire là-bas. Et ça sera toujours approuvé par la base pour que nous puissions passer à l'action et développer des villages les uns après les autres. Et enfin, banque, oui. Parce que si vous dépassez 200, 300 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Il est tout à fait possible de prendre 100 millions et mettre dans une banque centrale qui elle-même, moyennant les mécanismes qui existent, va collaborer avec d'autres milieux financiers sur le plan mondial pour arriver à créer une chaîne d'agences ou de points bancaires qui appartiennent à notre diaspora. C'est très réalisable. C'est très réalisable. Donc, voilà ce que nous pensons. Vous savez, je ne sais pas, peut-être que c'est ma petite formation qui m'a peut-être un peu... Je vais vous donner un exemple. Je crois que vous voyez un peu où nous sommes assis. Et quelqu'un peut se dire, waouh, où est-ce qu'il a trouvé l'argent pour mettre des chaises de cette valeur ici, dans cette salle? Eh bien, je vais vous confier un secret. Cette chaise sur laquelle vous êtes assis nous a coûté 25 €, tout compris, c'est-à-dire l'achat à l'usine, le transport, la douane, livré devant cette porte, tout compris 25 €. Il est toujours possible d'avoir une porte ouverte inattendue quelque part, mais pourvu qu'on soit organisé. Nous étions une petite association église organisée, nous avons eu des églises par-ci par-là, et notre église en Amérique, pendant que j'y étais, nous avons fait des projets. Je dis, écoutez, j'ai besoin de chaises, et ici, chez vous en Amérique, vous avez très facilement ce genre de choses. Et avec notre équipe,
qui dirige notre église là-bas aux États-Unis. Nous nous sommes réunis, on a commencé à faire des contacts, et on est tombé sur une usine qui faisait une promotion au-delà des États-Unis d'Amérique, avec moitié prix. Et c'est comme ça que nous nous sommes retrouvés avec une opportunité de faire venir une chaise à moitié prix qui arrive jusqu'en Belgique. Donc l'organisation nous donne des moyens. L'organisation nous donne des moyens. Donc voilà un peu ce que je pouvais partager avec vous. J'ai voulu un tout petit peu évoluer vers d'autres choses par rapport à ce que nous avons lu. Si vous voulez nourrir davantage votre réflexion concernant notre mouvement, il y a la brochure qui est là, à votre disposition. Vous allez vous servir. Pourquoi pas prendre 4, 5 copies, comme ça vous pouvez en donner à d'autres. Merci beaucoup. Donc voilà, je remets la parole à notre modérateur. Merci, docteur. Alors voilà, la parole est dans la salle maintenant. Nous voulons prendre quelques questions avant de passer à autre chose. Pasteur, je crois qu'il a dit beaucoup de choses qui sont bien réelles. Et par rapport à la visibilité, je pense que c'est à nous-mêmes d'abord. Parce qu'aujourd'hui, si on parle plus de Chinois ici, par exemple en Belgique, qui apportent un plus, c'est parce que quelque part, ils sont travailleurs. Les jours que nous allons commencer aussi à travailler, je crois qu'on parlera de nous. Et ce sont eux qui viendront vers nous d'ailleurs. Comme on dit, grenier vide, jamais les fourmis ne peuvent y aller. Alors ma question c'est surtout par rapport à la structure qu'on peut mettre en place. Vous parlez à la fois de fondation et d'une association. C'est pas une forme d'aspect, je pense. Alors moi je me dis, en rapport avec les résultats qu'on veut obtenir, parce que nous avons besoin des résultats. Et ces résultats, je pense qu'ils sont à avoir un peu les 5 objectifs qu'on va atteindre. Ce sont des grands résultats, c'est vraiment grandiose, qui nécessitent bien sûr non seulement la participation de nous, Congolais de la diaspora, mais qui nécessitent également qu'il y ait voilà, des projets à faire, ou des projets à introduire, ou des demandes à faire, ou de partenaires, des partenariats plutôt à entreprendre avec d'autres structures qui existent, qu'elles soient africaines, qu'elles soient occidentales ou mondiales. Ça peut faire même la Banque mondiale, par exemple, parce que nous sommes organisés et il y a aujourd'hui moyen d'introduire un projet à la Banque mondiale. On dit nous avons besoin de ceci, de cela. La garantie, c'est quoi? Nous constituons déjà une organisation bien faite qui a un fonds, bien sûr, qui est un fonds voilà, qu'on place dans une banque, parce que ça c'est une garantie pour qu'on puisse vous donner plus que ce que vous cherchez. Mais par rapport à la fondation, est-ce que ça répondrait, par exemple, à certains critères, aujourd'hui, qui nécessitent certains critères, par exemple, exigés par les sociétés financières ou bien les structures financières, que ce soit la banque, que ce soit d'autres fondations aussi qui existent. Et cette fondation porterait quel nom? Et cette fondation que nous, on veut mettre en place, aurait quel, je vais dire, oui, porterait quel nom, non seulement nom, mais quels sont ces objectifs quoi, qui peuvent répondre à certains critères de financement. Voilà, c'est ça un peu ma question. Merci. Au fait, la visibilité de l'association ne sera qu'interne, sur le plan juridique, parce qu'on doit toujours choisir. On ne peut pas, par exemple, introduire pour la même association 2 textes légaux. Non, on ne peut pas introduire 2 textes légaux pour la même association. On introduit un seul texte, c'est la fondation, tandis que la société civile, ça c'est notre fonctionnement à l'interne, mais qui présente une réalité dans la mesure où nous agissons en fonction de cela. Maintenant, pourquoi nous avons préféré, par exemple, une fondation? C'est parce que, au vu de tous les textes qui existent, et certaines législations des nations, on se rend compte que
dès que le texte, pardon, le modèle de société que vous choisissez, le modèle d'association que vous choisissez, détermine les latitudes de l'État vis-à-vis de ce que vous faites et tout ce que vous avez. Alors imaginez que nous puissions nous retrouver dans une situation où l'État veut mettre la main sur 20% de nos avoirs. Vous comprenez bien qu'une telle association ne serait pas à notre avantage. Donc mieux faut choisir un système qui nous permet de fonctionner de telle manière que les maximums des avoirs soient au service de notre cause. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en réalité, on peut toujours s'organiser, on peut toujours s'adapter. C'est pourquoi nous devons nous entourer des gens qui s'y connaissent. L'un de nos secrétaires est fiscaliste. Dans le cadre des réunions avec les comités, il commencera à intervenir. Au niveau, nous sommes encore dans une porte ouverte. On ne va pas faire intervenir nos experts, ce n'est pas le plus important pour le moment. Pour le moment, nous sommes encore dans une logique de l'organisation qui commence. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour remplir les conditions. Comme vous le savez, lorsque vous entrez dans leur site web, vous pouvez facilement découvrir quelles sont les conditions à remplir pour arriver à obtenir ce qu'ils promettent de donner. Alors, en ce moment-là, nous prenons nos précautions pour nous dire, voilà, par rapport à tel objectif, nous devons remplir telle condition, nous devons frapper à telle porte. Mais comme je l'ai dit au début, nous devons refuser. Nous devons refuser. Fonder notre mouvement dans l'espoir que nous allons frapper les portes. Parce que si nous ne sommes pas visibles et efficaces, nous ne sommes pas puissants, on ne tiendra pas compte de nous de toutes les façons. Autrement, 3 personnes parmi nous auraient pu parler au nom de toutes les diasporas. J'ai appris quelque part qu'il y a eu un groupe de Congolais à la suite de ce que nous faisons, qui sont allés voir un ministre quelque part et se sont présentés au nom de toutes les diasporas, en disant c'est nous qui représentons la diaspora, nous voulons que vous puissiez nous reconnaître, nous faciliter la tâche, dans ceci, dans cela. Je suis au courant de ce qui s'est passé dans cette réunion-là. Et le ministre a dit, ah bon, et avec le ministre qui montre que vous avez toutes les diasporas avec vous. Alors ils sont devenus plus sages, ils ont revisé leur langage, et ainsi de suite. Toutes sortes de choses se sont dites là. Donc c'est pour dire que si nous n'existons pas, on ne nous prendra pas au sérieux. C'est pourquoi nous utilisons tous les aides que nous pouvons, toutes les explications que nous pouvons, afin que vous puissiez nous faire confiance, que nous puissions nous unir. C'est pourquoi nous prenons toutes les précautions. Par exemple, les comités qui vont exister sont des comités qui ont accès à tout ce qui s'est fait. Parce que la traçabilité, la visibilité de toutes les sorties et des entrées, c'est la clé. Je sais, mes frères, que vous êtes capables de nous faire confiance pour la première année. Mais si les choses ne sont pas claires, vous ne nous ferez pas confiance à la deuxième année. C'est connu. Et le pire dans ça, c'est quoi? C'est que si nous nous permettons de détruire une cause, parce que pour moi, ça, ce n'est plus une vision, c'est une cause. Si nous nous permettons de détruire une cause, comment est-ce que nous serons capables de nous regarder dans un miroir? C'est pas possible. C'est une cause. Certains se sont demandé est-ce que le pasteur n'a pas envie de faire progresser son église. Mais l'église n'a pas besoin de toute la Congolais, de tous les Congolais. Il y a aucune église. Même la plus grande église du monde, il n'y en a pas. C'est la cause. La cause, la cause et la cause. Donc nous ferons ce que nous pourrons faire, mais la première étape, c'est que nous réussissions à nous mettre ensemble. Et nous sommes en train de nous préparer. Donc aujourd'hui, le 12 mars, nous sommes à Bruxelles. Le samedi prochain, nous sommes à Londres. Le 9 avril, nous serons à Paris dans la salle Carnac à l'espace Saint-Martin. Et il y a bientôt la date et le lieu qui seront donnés pour l'Allemagne, pour la Suisse et pour
la Hollande. Du 2 au 16 mai, en principe, nous serons aux États-Unis et au Canada. Donc il y a tout un programme qui est déjà prévu et nous voulons bouger. Les contacts sont en voie pour préparer tous les terrains partout où nous devons être afin que nous soyons préparés. Ah oui, oh, c'est Association internationale, donc la fondation aura toujours le nom de notre association. Association internationale de la diaspora congolaise. C'est un nom simple, mais qui reflète exactement ce que nous sommes. AIDC, en sigle. Association internationale de la diaspora congolaise. Voilà. J'allais justement aborder l'aspect de la Constitution internationale, parce que vous avez émis un certain nombre de craintes qu'un État puisse se mettre à la main sur le pouvoir de l'association. C'est pour ça que je voulais justement parler d'une association qui devait avoir une structure internationale. J'en fais partie aussi d'une autre association internationale congolaise. Pour revenir sur le fond, l'idée du départ de réunir la diaspora est fondamentale. Mais la méthode pour attaquer la matière me semble un peu ambiguë. Quand nous allons parler d'une association internationale, et qu'en même temps nous parlons d'une fondation, nous faisons allusion à deux structures qui sont tout à fait différentes dans leur fonctionnement de base. Une association internationale comme la nôtre, qui devait réunir la diaspora, appelle une masse politique, appelle la participation d'une masse, une grande masse. Et donc, il faudrait qu'on arrive à faire une formation d'une grande masse qui va contribuer à constituer ce fonds qui va servir de matelas aux investissements. Mais si nous parlons d'une fondation, la fondation n'a pas besoin d'une masse politique. Nous avons par exemple la fondation Wabouba en Belgique et consorts, dont le fonctionnement n'appelle pas une masse politique, mais ayant un fonds important, comme il y a donc un attrait d'entreprises qui vont, entreprises ou des particuliers ou des associations qui vont solliciter le soutien de l'association, de la fondation. C'est pour cela que je proposerais de supprimer, enfin, d'élaguer la notion de fondation pour aller vers la gestion d'un fonds de développement. C'est-à-dire que l'argent qui va venir de la participation citoyenne, de la participation de la diaspora. Aujourd'hui, on estime à peu près 3 milliards de la participation de la diaspora d'une manière informelle dans le budget congolais. Oui, dans le fonctionnement, dans la distribution par Western Union et consorts. Donc, on estime des entrées de près de 3 milliards. Et donc, si nous sommes organisés suffisamment, je pense qu'on sera à même de créer ce fonds nécessaire à constituer le matelas. Ce matelas, il n'est pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un lieu où on va puiser pour aller faire un investissement d'un pont, d'une usine ou de quelque chose de similaire. Mais cet argent-là sert carrément de couverture financière. C'est-à-dire que l'institution, l'association internationale, se présente comme garant de prêts vis-à-vis des banques pour que les banques puissent donner aux Congolais les crédits nécessaires pour le développement. Mais cependant, comme ils n'ont pas la capacité de lever des fonds ou de prendre le prêt, c'est le fonds qui leur donne cette capacité. Je ne sais pas si je vous fais comprendre sur la nuance. C'est comme cela qu'on peut constituer un boom, on peut faire un boom de développement.
c'est-à-dire, j'explique encore la notion de fonds de développement, lorsqu'on a... en même temps, comme ça, je suis très prudent dans le petit belge. J'ai une certaine expérience dans le commerce international. Je ne suis pas très financier. Les temps que nous vivons aujourd'hui ont beaucoup changé. Je pense qu'il faut bien visualiser, comme monsieur dans quelle forme on va verser cela. Et qui est la plateforme financière auquel on fera, le fonds auquel on fera appel. Mais en premier lieu, établir comme une banque, c'est une grande affaire très complexe et on est vulnérable. Ça donne des moyens, mais ça donne aussi une vulnérabilité. Surtout en passant du territoire belge et avec la prudence qui est la mienne, et quand même aussi une confiance en Jésus-Christ. Je dirais qu'en premier lieu, il faut prévoir, je crois, que les versements qui sont faits par le petit peuple, appelons-le comme ça, nous sommes humiliés et humbles, humiliés par le monde ou par l'esprit de ce monde, mais humbles en Christ, c'est courageux. Que ces fonds, ces 100 € première année, restent la propriété de la personne qui l'a versé. Elle est là, elle est marquée. On peut négocier avec les banques, même avec la poste, mais ça c'est moins bien, parce qu'il y a des temps de 3 jours que ça prend en supplémentaire post-banque. Et donc, cet argent reste la propriété de la personne qui l'a versé. Ça voudrait dire, si c'est acceptable pour l'État belge, par exemple, que l'État belge le garantit jusqu'à 100 000 € par personne, ce versement. Au moment que l'association, ou quoi que cette forme prend, fait appel à l'argent, il est libéré d'office. Parce que la personne, en la versant, a dit « je suis d'accord ». Et on peut créer des choses, beaucoup d'interactivité avec les membres pour libérer l'argent, mais pas se coincer non plus, se fixer. Mais donc avoir une protection qui est normale pour nos pays aujourd'hui, et en même temps avoir ces fonds disponibles. Protection maximale, responsabilité maximale vis-à-vis les membres, les plus petits, et avoir cette capacité d'aller de l'avant. Ne pas trop se mettre dans des attitudes spéculatives. Mais on sait qu'une fois qu'on est à ce niveau, la spéculation fait partie. Si on perd 1 million, et il y en a beaucoup d'autres millions, ce n'est pas un grand drame. Et je ne vais pas donner d'exemple. Mais je me rappelle de l'histoire de Robert Maxwell, qui était grand financier, et sa fin était plutôt drôle. Méprisé en Angleterre, parce que je crois qu'il a suivi sa propre politique, et ça on ne peut pas faire vis-à-vis un État. Même si on a été pilote de guerre pour défendre l'Angleterre, origine tchèque, mais il a eu un enterrissement, un deuil d'État en Israël. Voilà. Merci, Jean-Pierre Rampaille. Juste une observation qui va dans le sens de ce que monsieur et notre ami qui a parlé de fonds de développement. Nous prenons comme principe de base que nous sommes ici une association internationale, donc avec possibilité en interne de pouvoir former sa propre banque, mais aussi une possibilité de pouvoir avoir un fonds de développement. Mais ce sont deux sujets tellement complexes qui demandent l'expertise justement, c'est la raison pour laquelle nous sommes tous réunis ici. Après la réunion ici, rencontrer les responsables, le modérateur et le docteur Kibutu, se présenter comme vous l'avez fait, donner ses expertises, et alors en interne, parce que ce sont des choses, monsieur l'a si très bien dit, nous sommes en Belgique. J'ai toujours dit, et je m'excuse, petit pays, petit esprit. Nous pouvons décoller de la Belgique, la même chose, mais le faire ailleurs, avec beaucoup plus de résultats. Mais ce sont nos expertises qui sont importantes. Donc, en interne, voir ce qui est le mieux faisable, et réunir nos expériences, et alors, dans les silences le plus total, et c'est ça qui fera notre force, en sortir quelque chose de plus puissant et plus fort.
c'est toujours mieux que l'autre soit surpris de ce que tiens, va Congolais, peut pas pour ça la plutôt que le mettre à la place publique pour que le Belge justement le mette le bateau dans l'eau. Parce que jamais le Belge ne sera là pour le décollage du Congo. J'ai dit et je vous remercie. Merci. Bonjour, c'est Mme Mira de Padouk. Je m'adresse précisément au docteur Kéboutou. Je ne sais pas, par rapport à la communauté, par rapport à nous, Congolais. Vous savez qu'on dit souvent qu'il y a Congolais à Congolais. Entre nous, je ne sais pas si vous avez mesuré cette capacité, ce problématique de voir comment, entre nous, le projet risque d'être compliqué. Au niveau d'ici. Parce qu'avoir tout ce somme à dire qu'on aura autant de millions, autant d'argent, ça c'est faisable, ça c'est pas un problème. Le problème c'est de nous mettre ensemble et de réaliser ce projet. Dans la mesure où il existe déjà. Parce que hier j'en parlais avec un autre monsieur qui m'a dit mais pourquoi ne pas soutenir les associations qui existent déjà au lieu de créer un autre truc qui ne risque peut-être pas d'être faisable. Et comment vous pensez, dans la mesure où, comme vient de dire M. Mabaya, la Belgique même, peut être un problème pour nous. On a dit tantôt, vous avez dit tantôt, on ne va pas parler de la politique, mais si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupe de vous. Donc quand la politique va se mettre derrière nous, on risque d'avoir un sérieux problème. Parce qu'eux, ils savent comment nous bloquer. Je dis par rapport à ça, par rapport à nous-mêmes. Nous-mêmes, qui l'a mis ce moment, comment vous pensez réaliser la chose quand la politique sera derrière nous pour nous bloquer? Je vous remercie. La liberté d'organiser des associations ne commence pas seulement avec celles qui existent, même celles qui ont existé avant elles et celles qui existeront après elles. Ce qui compte, c'est la cause pour laquelle on va organiser l'association. À quel besoin on va répondre? Récemment, j'ai rencontré un frère des États-Unis. Il m'a dit ils ont une association de Congolais dans un État des États-Unis. Et cette association, son travail, lorsqu'il y a un deuil, vous perdez un membre de famille, on vous donne $2500. Comme ça, vous pouvez résoudre le problème qui suscite. Cette association est très bonne. Elle a raison d'être. Mais voyez-vous, moi quand je pense à ce que nous faisons, je ne pense pas à ça. Nous n'irons pas gérer les quotidiens de la diaspora congolaise. Nous pensons plus haut, plus loin. On va, c'est vrai, probablement nous mettre des bâtons dans les roues. Quand je voulais avoir cet endroit, qui est au-delà de 250 mètres carrés, dans la législation belge, ce n'est pas prévu qu'une église occupe un espace aussi grand. Ils nous ont attaqués en justice. Nous sommes allés nous défendre. Je les ai battus et nous avons obtenu l'autorisation. On ne va pas toujours gagner, mais si on veut nous mettre les bateaux dans les roues pour une cause que nous estimons, ce qui compte, c'est pourquoi nous avons multiplié les adresses. Nous avons écrit, nous sommes venus chez vous, nous sommes allés partout pour parler, et nous le faisons en France, nous le faisons partout. Pourquoi? C'est pour que le fardeau tel qu'il est dans nos cœurs devienne le fardeau de tout le monde, ou du plus grand nombre. Et de la sorte, ça va nous permettre de faire un bloc. Quand on veut mettre le bateau dans les roues, nous résistons. La visibilité. Quand vous êtes nombreux autour d'une cause, les syndicats existent dans ce pays. Et chaque syndicat avec son niveau de visibilité. Quand
quand ils se rendent compte que les décisions qui sont prises ne sont pas en harmonie avec la cause pour laquelle ils existent, ils se lèvent. Ils portent des drapeaux, ils vont à la rue pour revendiquer. Il y a des négociations qui commencent, et puis ils peuvent obtenir gain de cause selon l'issue des débats. Je pense que l'avantage que nous avons dans ce pays, c'est que tout en étant des pays capables de nous bloquer, nous sommes dans des pays un peu plus démocratiques que d'autres. Et que donc, on est capable de se défendre, capable de se protéger. Je suis allé à Bruxelles, capitale. Quand je suis arrivé là-bas, je voulais être reçu. Et ils m'ont dit ceci. La commune de Jette nous a donné une conjonction pour que nous puissions vous refuser le permis d'urbanisme parce que vous divisez leur collège de représentants, les chefs, et ainsi de suite. Mais nous avons décidé d'étudier votre dossier comme nous étudions les autres dossiers. Et finalement, les débats, ainsi de suite, c'est comme ça que nous avons obtenu. Donc, au départ, effectivement, les bâtons étaient dans l'eau. Mais à la fin, nous avons eu la liberté. Moi, je pense que ce qui compte, c'est notre conviction. Pour ce qui est d'organisation technique, j'ai lu 4 à 5 fois les statuts belges d'une fondation. Tout est là. Mais maintenant, il est vrai que, comme l'avait évoqué notre frère, que nous ferons en sorte que nous prenions la forme qui nous est avantageuse. Parce que nous n'allons pas nous enfermer dans une privation au nom d'un attachement à un texte. Donc, ce qui fait que choisir le meilleur modèle restera, c'est à notre avantage. Tout est pour nous. Mais je ne voudrais pas que nous puissions oublier que notre visibilité doit être notre priorité. Et quand je parle de visibilité, c'est notre engagement. Il faut absolument que les gens s'engagent. Nous ne permettrons à personne de nous prêter des intentions. À personne. Nous sommes des adultes, j'ai 60 ans, nous dirigeons, je sais très bien que lors d'un point de presse, j'avais attaqué un pasteur belge qui s'était exprimé sur la manière de gérer les églises de Congolais. Et je l'ai attaqué en me servant de la science théologique que je connais mieux que lui, parce que c'est ma formation. C'est mon expertise. Je suis professeur de théologie pratique, c'est-à-dire expert des questions de l'Église, sa gestion doctrinale et sa gestion financière. Nous avons une cause. Est-ce que c'est faux que les Congolais qui sont ici n'ont pas de travail? Est-ce que c'est faux que notre avenir est en danger? Est-ce que c'est faux que tous les problèmes que nous connaissons ici, nous ne faisons pas partie des priorités des nations dans lesquelles nous nous trouvons? Bien sûr que de temps en temps, on nous donne un peu de miettes pour essayer d'organiser notre association. Mais ça ne résout pas nos problèmes de fond. Ça ne résout pas nos problèmes de fond. Donc, cela veut dire que notre manière, lorsque nous donnons, nous n'allons pas faire un problème, nous serons altruistes. C'est-à-dire les 100 € que je donne, il ne faut pas que toutes les 2 semaines, 3 semaines, nous venions à la direction des mouvements pour dire remettez-moi mes 100 €. Ça, c'est le jeu des enfants. Ça, c'est le jeu des enfants. Nous ne ferons pas ça. Nous sommes altruistes. La brochure que vous lisez m'a coûté 800 €. Et je ne viendrai pas vous trouver pour vous demander que vous puissiez me remettre mes 800 € pour la brochure que j'ai faite.
Lorsque j'ai voyagé pour aller à tel endroit pour donner une conférence, je n'ai pas fait une cotisation des Congolais pour y aller. Parce que je crois que quand on porte une cause, il y a des sacrifices qu'on doit consentir. Il y a des sacrifices qu'on doit consentir. Donc, c'est pourquoi je crois fermement. Il y a beaucoup d'autres objectifs. Je suis tellement content de l'intervention du frère de savoir qu'il sera toujours possible de réussir plus qu'on en a. Et ça, c'est à notre avantage de réussir. Mais il faut faire partie du mouvement par sa cotisation. Il n'y a pas un autre moyen. Il n'y a pas un autre moyen. Pour figurer dans une liste, ceux qui sont allés voir le ministre et qui leur a posé la question, combien de Congolais sont derrière vous? Ils ont même dit qu'ils avaient 200 à l'église. Eh bien, vous avez la liste des membres. Oh non, on vient de commencer. Bon, si vous avez 200 et en même temps vous venez de commencer, ça devient très compliqué. Donc, ce qui fait que c'est très important de s'engager, de donner sa cotisation. C'est le seul moyen de dire je fais partie du mouvement. Notre équipe, avant de remettre tu prennes une autre question, notre équipe de base, nous avons opté pour principe bénévole. Bénévole. C'est-à-dire que nous vous servons sans avoir un salaire. Les comités qui vont exister, c'est bénévole. La dépense de l'argent commencera quand l'argent entre dans un projet lucratif, c'est-à-dire une entreprise. Alors, en ce moment-là, l'argent commence à produire quelque chose qui peut être utilisé par les gens qui travaillent pour l'entreprise. Et je pense que c'est comme ça que nous serons efficaces. C'est comme ça que nous serons efficaces, afin que nous puissions dire, non, nous voulons servir. Les causes ont été servies dans l'histoire et nous ne sommes pas les premiers à commencer à servir pour les causes. Nous ne sommes pas un gouvernement, nous sommes une association. Et les associations existent, et ces associations ont réussi à accomplir des projets. Et nous croyons que nous allons accomplir ces projets. Donc, c'est très important que nous ayons tous le même esprit, que je donne pour figurer, pour faire partie du mouvement. Donc, ça c'est très important, parce que bon, ou alors, ne nous organisons pas. Parce que si chacun de nous qui donne doit être là, derrière ce qu'il a donné, je donne pour que ça serve. Je donne pour que ça serve. Nous avons fait venir des missionnaires ici. Des missionnaires qui devraient aller accomplir des choses, des projets. Comme par exemple, une fois, quelqu'un devrait aller bâtir une école. Nous lui avons permis de faire un appel. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent donner 50 €? Ils ont donné les 50 €. Les 50 € qui sont donnés, on ne viendra pas nous les réclamer. C'est parti et c'est une cause. Et on est heureux de l'avoir fait. C'est comme ça que nous réussissons. Il faut avoir cet esprit-là. Je donne pour la cause. Et ça, c'est très important. Pour que nous puissions avancer. C'est comme un moyen de figurer dans la liste de ceux qui donnent. Donc c'est la condition d'être membre. C'est qu'on donne sa cotisation, on recevra, je l'espère, une carte de membre dès la première cotisation, et comme ça on sait qu'on fait partie, comme une preuve que j'ai donnée, une preuve que je fais partie de la cause. Merci, on va prendre le bishop ici, il y a Bruno là-bas. Madame, voilà, donc bishop ici, on passera le micro à madame, et puis Bruno va poser sa question. Je crois qu'on va s'arrêter à ces trois-là, sauf si vraiment on aurait le temps. Merci, Dr. Pierre. En fait, je voulais rebondir un peu sur ce que Mamie a dit, le qui est congolais et moi. Moi, je veux qu'à un certain moment, qu'on puisse arrêter un peu ces discours. C'est vraiment un souhait. Pourquoi? Parce qu'il faut parfois dire non
mentalité qui ne donne pas la vraie identité de la personne ou le peuple. Moi, je pense que la vision que le docteur a, depuis la vision qu'elle a eue, depuis les points de presse, moi je me suis dit, ce n'est plus l'affaire du docteur. Ce n'est plus son affaire. C'est quelque chose qu'on attendait, peut-être qu'on n'avait pas le courage de s'exprimer, de sauter, de crier, et qu'un jour le Seigneur a permis que quelqu'un puisse sauter là-dessus, crier tout haut. Alors tous ensemble, qu'est-ce que nous pouvons dire si c'est une bonne chose? Disons tout simplement Amen, et allons-y, pour les chrétiens bien sûr. Pour les non-chrétiens, disons oui, courons ensemble. Essayons au moins une fois pour voir là où ça va arriver. Alors, moi je pense qu'il est temps que nous puissions tous ensemble tenir la main dans la main et aller de l'avant. C'est ça ce que je voulais dire. Merci Bishop. Merci beaucoup, maman. Merci pour la parole. J'ai d'abord pensé vous avez donné un exemple pour la Belgique, pour avoir cette salle, le docteur Kimboutou. Vous avez été à la justice parce que vous avez refusé une salle de 250 mètres carrés. Je n'en disconviens pas. Mais il faut d'abord savoir que nous sommes ici dans un pays de droit. Et que ce projet que vous avez lancé ce jour, vous n'avez pas répondu à l'aspect politique de la dame. Vous avez développé l'aspect économique, je crois. Parce que dans notre pays, le Congo, je ne sais pas si c'est seulement le Congo, même ici en Europe, je crois qu'on ne sait pas dissocier le social et la politique. Il n'y a pas longtemps, je crois il y a 3 jours, on a vu les étudiants en France, un pays qui se dit démocratique aussi. Les gens étaient où? Dans la rue pour réclamer leurs droits. Moi, je vais très souvent, j'habite pratiquement au Congo, mais faire quelque chose sans que la politique soit derrière, je ne crois pas que ça peut se faire. Les associations, on en a beaucoup vu dans notre diaspora. On a vu beaucoup d'associations. Mais ça, d'après moi, c'est un projet à long terme. Il y a Mouton qui avait fait un hôpital. C'était pour rendre service à nos compatriotes sur place aussi. Mais il a eu du mal. La politique était collée sur lui. Il y a eu une intervention à un haut niveau pour que ce hôpital puisse avoir des jours. C'est pourquoi je vous demanderai, docteur, de bien développer le côté politique, parce que dissocier l'aspect politique pour ce qui est de notre pays, je crois que c'est vraiment un problème. Donc la politique est collée sur tout ce qu'on fait au Congo, même un tronçon. Moi j'habite dans mon Afrique. Il y a quelqu'un qui a vu qu'il y avait beaucoup de boue, juste pour faire un tronçon. Aller jusque chez lui, il y a eu un problème déjà pour commencer avec la commune. Mais comment je m'imagine à faire une banque sans que la politique ne suive derrière, ce serait un peu difficile. Cotiser, être membre, c'est bien beau, mais il faut essayer d'étudier tous les aspects de notre pays. Merci. Qui devrait marcher avec la démarche initiée, donc l'Association internationale de la diaspora congolaise. L'association prend naissance à une période qui est cruciale pour notre pays. Nous sommes en 2016, nous savons ce qui se passe au pays et nous savons ce que tout le monde au pays, ou bien la diaspora elle-même, attend pour fin 2016, 28 novembre, 19 décembre. Les élections, le départ, en principe, du président en place. Nous voyons ici que les choses bougent, particulièrement ces 2 dernières années, depuis 2011, mais plus particulièrement ces 2 dernières années, en vue effectivement de ce qui est en train de se préparer au Congo.
changement il y aura ou pas. Et nous voyons que beaucoup de structures sont en train d'éclore à plusieurs niveaux. Nous avons vu au pays des structures comme le G7, et ici dans la diaspora, après l'île de Gorée, nous avons vu, que ça se voit tous les jours sur le net, des structures qui sont en train de prendre naissance, qui sont en train de naître, et dans le même esprit de rassembler, de fédérer la diaspora congolaise. Avant-hier encore, je lisais sur le net un groupe de journalistes, la presse de la diaspora, qui se réunit aussi autour d'une structure. Et nous, enfin, je souhaite faire partie de l'association internationale de la diaspora congolaise, prend naissance en même temps que toutes ces structures qui sont en train d'éclore un peu partout et sous plusieurs appellations et couleurs politiques. Ma question est celle-ci, est-ce qu'il y a des dispositions qui ne devront pas être énumérées ici, si elles existent nécessairement? Ça pourra faire partie d'ateliers futurs. Les réponses pourront venir, je veux dire, dans des ateliers futurs. Est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises? Parce que celles-là, toutes ces structures qui sont en train de naître bougent et ils ont la même vision. Fédérer la diaspora en vue, plus que vraisemblablement, de retour au pays. Quelles sont les dispositions qui sont prises? Ces dispositions sont prises pour qu'au niveau de nos interlocuteurs dans nos pays d'accueil, et lorsque nous envisageons de faire retentir, de faire profiter notre communauté locale, notre pays, des retombées de fruits que produira le travail de l'Association internationale de la diaspora congolaise, quelles sont les dispositions, s'il y a des dispositions qui sont prises pour qu'il n'y ait pas interférence ou bien amalgame ou bien confusion, parce que le docteur Kibutu a souligné que nous avons une vision socio-économique et non pas politique. Mais nous sommes environnés de toutes sortes de structures politiques. Est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises pour qu'au niveau de nos interlocuteurs, au niveau international, dans nos pays d'accueil, partout? J'ai amené avec moi un frère et je lui ai présenté la brochure et je lui ai dit ce que nous allions faire. Nous voulons nous organiser pour nous soutenir. Nous voulons être forts pour notre visibilité et forts pour nous entraîner dans le socio-économique. Il a réagi. Sa réaction était celle-ci. Je vous la reprends exactement. Il a dit, voilà enfin des Congolais qui s'occupent du socio-économique plutôt que toujours politique, toujours politique, toujours politique. Bon, moi je suis resté calme. Quand il a fini, je lui ai dit, c'était mon devoir de vous informer de ce que nous voulons faire. Il a dit, merci beaucoup. Toutes les fois que vous aurez besoin de nous, nous serons là pour vous. Et nous avons terminé. Je pense que approcher les politiques, il faut les approcher, mais il faut les approcher avec raison. C'est-à-dire, de quoi avons-nous besoin de leur part? Quand, par exemple, prenons les statuts que nous allons déposer, il y a une dimension politique, administrative. Vous avez donné l'exemple des moutons. Donc, il faut avoir l'autorisation. C'est pourquoi nous déposons. C'est nettement plus facile ici, au fait, que là-bas chez nous, en Afrique. Ici, quand vous avez vos statuts en bonne et due forme, même l'Église, vous ne pouvez pas exister comme ça, vous venez, vous vous installez, puis vous commencez à fonctionner. Ce n'est pas possible. Vous devez avoir un statut que vous déposez au moniteur. Chaque année, nous déposons les bilans de l'Église internationale de Bruxelles, fait par des comptables. Tout est fait, terminé. On dépose les bilans au moniteur, donc chez les greffes. Et il y a eu le contrôle. Ils sont venus nous voir pour dire, voilà, est-ce que je peux avoir votre bilan? Nous avons présenté le bilan. Est-ce que je peux voir votre farde et comment vous gérez l'argent? Chaque facture, nous avons passé près de 5 heures
avec un inspecteur de fisc. Chaque facture était jugée, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Donc, ce genre de choses, c'est la moindre des choses qu'on peut dire qu'on le fera, ça c'est certain. Mais maintenant, là où nous en sommes, c'est la nécessité que nous puissions nous engager. Parce que c'est un cadre qui est offert. Nous ne cherchons pas de succès. C'est pourquoi j'aime bien ce que disait Bishop Messi, que nous ne cherchons pas un succès. Je vous dis la vérité de mon cœur. Nous ne cherchons pas un succès. Nous cherchons une adhésion à une cause qui nous concerne. Il nous reste 20 ans, nous les Aïrois, qui sommes sans prénom, 20 ans. Après 20 ans, nous serons à la retraite, nous serons des candidats aux 11 milliards. Quel jeton nous allons transmettre à la génération des Congolais, des Belgiques, de l'étranger qui vient après nous? Qu'allons-nous faire? Les autres ont réussi à faire des choses. Nous n'avons pas réussi. Je ne sais pas pour quelle raison, peut-être je suis un tout petit peu dopé parce que je dirige une association des Congolais, en majorité quand même. Il y a près de 65%, un peu plus peut-être, des Congolais qui fréquentent nos églises. Donc, c'est le fait que quelque part, quand vous atteignez 30 ans avec eux, vous commencez à vous dire, tiens, les Congolais, ça peut aussi fonctionner. Donc peut-être que c'est sur cette base. Et j'aime venir chez vous en ayant une expérience de vie. Je ne viens pas commencer à faire quelque chose lorsque je fais les pas aujourd'hui. C'est depuis 30 ans que je fais les choses dans ces pays avec formation. Donc, je pense que c'est même la raison pour laquelle vous croyez que ces hommes que vous voyez, ces femmes que vous voyez, et d'autres qui sont là, seraient venus m'associer, m'entourer. Croyez-vous que des personnalités comme Maman Justine seraient ici pour venir nous entourer? C'est parce qu'ils nous prennent au sérieux. Et c'est même la raison pour laquelle nous nous entourons des gens en qui vous avez confiance. Des boulonnais, Maman Mimi, de son milieu là-bas pour l'amener ici, c'est qu'il y croit, qu'elle y croit. Donc, tout est fait pour vous donner des raisons de faire confiance à votre mouvement. C'est votre mouvement. J'aime ce qu'il a dit. Ce n'est plus l'affaire du visionnaire, ça devient l'affaire du peuple. Si vous ne prenez pas ça, ça ne marchera pas. Mais si vous prenez ça, ça marchera. Mais le succès sera lié dans le cœur de chacun de nous. Dans le cœur de chacun de nous. Est-ce que c'est réalisable? Oui. 100 € par an, c'est réalisable. C'est un objectif réalisable. Et nous devons tout faire pour réaliser cet objectif. En ce qui concerne les contrôles, oui, le mécanisme est prévu. Nous sommes, c'est pas pour rien que nous avons une équipe de 21 personnes. Donc il y a des responsabilités qui sont garanties dans les domaines, parce que vous savez, quand vous avez affaire à un groupe important, parce que nous, on ne voit pas seulement vous qui êtes venus, nous voyons l'ensemble de la diaspora dans les différents pays. Nous ne pouvons pas avoir affaire à chacun, c'est impossible. D'où la nécessité d'avoir une équipe. Il y a 11 à 12 personnes qui constituent un peu comme une équipe de fondateurs. Mais les autres qui suivent, ce sont des représentants des différents courants, des différents mouvements, qui vont venir et qui constitueront l'équipe de 21 personnes. Et à cette équipe, immédiatement interviennent les comités par nation. Et dans tous ces comités, il y a aussi des responsabilités de contrôle. Parce que c'est la moindre des choses. Si vous voulez être pris au sérieux, il faut qu'il y ait un contrôle. Oui. Le manque de contrôle doit être une exception, mais pas une règle. Oui. Pas une règle. Donc, c'est comme ça que je peux vraiment dire. Alors, quelles sont les précautions que nous allons prendre? Il y a dans l'équipe
j'ai donné la présentation juste d'une personne, et vous avez compris qu'il y a des gens dans notre équipe qui ont fait la politique. On ne peut pas être ministre sans avoir fait la politique. C'est la politique. Donc il y a d'autres qui sont là-dedans, qui ont fait partie des gouvernements et qui ont une expérience. Il y a des juristes, des spécialistes du domaine. Donc, ce qui fait que du côté politique, quelles précautions nous allons prendre, ça dépendra des besoins de notre organisation. Chaque fois que notre organisation sera dans un besoin d'entrer en contact avec les politiques, toutes les responsabilités seront prises pour entrer en contact avec les politiques. Ne pas prendre pour objectif ou prendre pour objectif nos politiques ne veut pas dire que nous n'allons pas collaborer avec les politiques. Chaque fois que ça sera nécessaire de collaborer avec les politiques, nous le ferons. Mais pour le moment, puisque c'est des socio-économiques, si nous étions un mouvement politique, qu'est-ce que nous ferions? Eh bien, ce que nous ferions, nous allions dire, est-ce que nous voulons faire la politique ici en Occident ou chez nous en Afrique? Il faut d'abord prendre la décision à ce niveau-là. Si c'est ici, bon, ok. Est-ce que nous voulons faire partie du parti politique qui existe déjà, ou plutôt nous allons en créer un autre? Alors, ainsi de suite. Par exemple, moi je crois que dans le cas de la visibilité, nous aiderons même nos politiciens congolais qui sont ici en Occident. J'ai vu les listes des chiffres qu'ils ont fait aux dernières élections. Et franchement, je n'étais pas content. Je n'étais pas content de nous. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. On est quand même environ entre 70 et 80 000 Congolais ici, dans ce pays, la Belgique. Et peut-être 50 à 60 000 en mesure de voter. Et c'est pas possible que nous n'ayons même pas quelqu'un qui ait fait 5 000. C'est pas possible. Alors je me dis que de telles organisations, eh bien, l'encouragement peut être donné dans le cadre de nos congrès pour dire, écoutez, soyons aussi efficaces sur le terrain où nous nous trouvons. Ces gens n'ont pas été inutiles à notre cause. On a donné l'exemple de la régularisation. C'est historique. Moi, qui ai enseigné l'histoire de l'Église, il y a un seul empereur qui avait fait à Rome une régularisation massive des gens. C'est à cela qu'on pouvait se référer. C'est quelque chose qui ne se fait pas. Que vous puissiez prendre votre facture de téléphone et aller donner comme une pièce valable pour qu'on puisse vous régulariser. Ça, c'était incroyable. Donc, c'est fait que quelque part, de près ou de loin, venir ensemble nous rend efficaces à plus d'un titre. Nous rend efficaces sur le plan socio-économique, qui est notre objectif principal, parce que quand on veut créer une association, il faut toujours avoir un but. Il faut définir le but. On ne peut pas faire l'amalgame. Il faut se dire, ici, nous allons faire ça. Maintenant, si nous décidons, nous disons, bon, en tout cas, nos mamans qui ont des enfants, qui font des enfants, souffrent un peu trop chaque fois qu'elles ont accouché et doivent beaucoup souffrir. Nous allons créer une association pour entourer les mamans, afin que chaque fois qu'une maman met au monde, nous allons l'assister. Ça peut être une association. Donc, ce qui compte, c'est le but que nous nous fixons. Nous, c'est socio-économique. Pourquoi? Parce que nous voulons résoudre un problème de maintenant. 49%, 45% des Congolais sans travail, 86% des Congolais qui ne travaillent pas sur leur diplôme, c'est un problème. Nous voulons le résoudre. C'est un but. Et puis, nous voulons être visibles. Jamais on nous voit quelque part à 10 000, 20 000 Congolais montrant que nous existons. Nous sommes invisibles. Alors, grâce à nos congrès, nous allons nous exercer à être visibles. En sorte que si un jour, pour de bonnes raisons, nous disons il y a un problème politique qui se pose et nous allons manifester notre visibilité, notre culture, qu'on donne des raisons, qu'on donne des modalités, qu'on explique le pourquoi et que la cause soit correcte et propre. Je dis bien et propre.
Moi, je ne marcherai jamais dans une rue, ça c'est moi, en ingériant les gens. Mon papa ne m'a pas appris à faire comme ça. Donc, je peux marcher pour une cause, mais alors proprement et en défendant par des arguments corrects et acceptables. Quand nous sommes allés défendre notre cause pour avoir ces lieux, nous n'avons pas injurié les dirigeants de la commune, mais nous avons donné nos arguments. Nous avons dit, avant que nous venions ici, il faisait noir ici, on menaçait les gens ici, il y a eu des cambriolages, il y a eu ceci, nous avons donné des arguments. Mais maintenant, depuis que nous sommes là, le lieu est calme. Vous pouvez poser la question à votre police du quartier et ils vous diront qu'ils n'interviennent plus sur cette commune parce que les malfrats ont déménagé, ils sont partis grâce à notre présence. Donc c'est élément valable sans nécessairement injurier quelqu'un. Donc voilà un peu ce que je peux dire, que la politique, nous ne pouvons pas l'ignorer, mais elle n'est pas notre objectif. Alors je pense que... Ok, merci beaucoup docteur, et merci à tout le monde pour les échanges, les différentes interventions. Je crois que vous comprenez que le chantier est vaste et que nous en appelons à l'expertise de chacun. Donc la structure, comme l'a expliqué le docteur Kiboutou, ce n'est pas une structure fermée, c'est une structure qui reste encore ouverte, en construction. Et nous avons besoin des uns et des autres. Manifestez-vous, n'hésitez pas. C'est pas comme quelque part où les gens se sont désignés et ils ont dit, bon, ceux qui viendront, ils trouveront qu'il y a déjà un mur. Non, 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 il n'y a pas de mur, la structure reste ouverte. Et nous comptons sur la participation de chacun de nous. Donc merci à tout le monde. Rapidement, nous voulons donc passer à l'installation de ce petit comité provisoire. Comment les choses vont se passer? Dans un premier temps, le souhait était d'avoir 13 personnes dans ce comité-là. Mais lorsque nous disons 13, c'est pas qu'on exclut les uns et les autres. Plus vous avez beaucoup de gens, plus vous prendrez du temps. Parce que si vous en avez 50 dans un comité de 50 personnes pour 20 membres, vous voyez ce que ça fait. Donc dans un premier temps, on s'est dit, nous voulons avoir au milieu de la communauté congolaise qui est ici, il y en a qui viendront par après, c'est pour ça que nous parlons de comité provisoire. Et donc 13 personnes, et dans les 13 personnes, dans la dernière réunion qu'on a eue, on s'est dit, nous ne connaissons pas tous ceux qui sont ici. Imaginons maintenant qu'on ait 500 personnes qui arrivent ici, et dans le groupe de 500, il y en a 300 qui se sont réunis quelque part et qui se disent, nous irons là-bas, nous allons prendre le contrôle de ce mouvement-là. S'ils sont majoritaires, ils sont capables de prendre le contrôle du mouvement. Et leurs intentions, nous ne les connaissons pas. Au milieu de nous ici, il y a des personnes que nous connaissons déjà. Ce qui fait que dans un premier temps, par mesure de précaution, on s'est dit, sur les 13, pourquoi ne pas désigner déjà 5 personnes parmi les personnes que nous connaissons? On pouvait en désigner 10, 15, 20, mais pour un premier temps, on s'est dit, on va en désigner 5, c'est des gens que nous connaissons, qui portent la vision. Et puis, lorsque nous nous retrouverons avec la communauté, nous allons rapidement nous arranger pour qu'il y ait cooptation de 8 autres personnes. Maintenant, si on en a plus, pourquoi pas? Donc, nous en appelons vraiment à la liberté et à l'engagement de chacun. Quand quelqu'un se lève pour dire, moi je veux faire partie, c'est un choix. Et c'est une responsabilité aussi. Et essayons d'aller au-delà
de nos habitudes. J'ai beaucoup aimé ce que le bishop a dit là. Il y a des habitudes et des qualificatifs qui nous collent au dos. Nous aimons beaucoup faire partie des comités. Mais bon, c'est bien de faire partie d'un comité, mais c'est plus meilleur de travailler pour l'avancement de la cause. Ceux qui m'ont entouré dès le commencement et qui sont présents, de se mettre debout. Eux ne sont pas désignés, ils existent, ils travaillent avec nous dans le texte, dans tout ce qui se fait. Donc, vous pouvez venir vous mettre ici devant, s'il vous plaît. Vous pouvez venir vous mettre ici devant, vous qui êtes déjà avec nous dans l'équipe de base. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ceux qui sont présents de l'équipe de base. Donc, voilà. C'est... Alors, tous ne sont pas là. Tous ne sont pas là. Mais ceux qui sont là, voilà. Donc, vous voyez notre papa, c'est notre frère Roger Lourindoula qui est enseignant. Nous avons notre frère Lucien qui est aussi enseignant, mais à l'école médicale, Edith Cavert. Donc, dans le domaine médical, il y a, je vous ai déjà présenté notre bien-aimé frère, l'ingénieur Achille, il est chef de travaux, chef de projet, il a été chef d'entreprise. Donc, Pasteur Bobo, que vous connaissez bien, il est dans les médias et c'est lui qui nous aide à entrer en contact avec les médias. Et puis, Simba, que j'avais déjà présenté. Ça, c'est l'équipe de base qui était là, qui est venue spontanément. Dès que je me suis exprimé pour la première fois, ils sont venus pour dire ça vaut la peine. Et ils m'ont donné le courage d'oser avancer. C'est eux qui sont là comme équipe de base. Et à cette équipe s'ajouteront des représentants du mouvement, ceux qui vont représenter certains courants ou certaines régions. Ils vont s'ajouter pour que nous atteignions un jour au maximum 21 personnes. Voilà. Donc, merci. Vous pouvez regagner vos classes. Voilà. Alors, maintenant, ceux qui ont été désignés, je ne citerai le nom que de ceux qui sont présents. Donc, si je vois qu'un frère n'est pas présent, je ne citerai pas son nom. On parlera d'abord, avant de citer son nom. Donc, il y a notre frère Leba Didier, s'il peut venir se mettre ici devant. Voilà, le frère Leba Didier est chef d'entreprise, père de famille. Notre frère Eric, s'il peut venir, père de famille, chef d'entreprise. Notre frère Mindana Jacob. Donc, il est pasteur et responsable d'entreprise. Notre frère José, voilà. Nous avons voulu que la jeunesse soit représentée. C'est notre frère. Il est le petit frère d'un joueur bien connu. Comment il s'appelle encore? Moudingaï, c'est ça. Voilà. Donc c'est lui. Alors, Madame Françoise Mbokanga, si vous pouvez vous avancer, s'il vous plaît. Voilà. Donc, ce sont là les 5 qui étaient l'office désigné par notre comité pour avoir quand même un groupe de départ. Maintenant, à ces 5, nous voulons associer 8 qui peuvent venir de vous qui êtes présents ou de quelqu'un que vous connaissez qui n'est pas présent, que vous voulez proposer son nom, vous dire voilà, je pense que cette personne conviendrait bien à aider dans un tel comité. Alors,
écrire un nom. Un nom pour dire, voilà, ce nom-là peut être vous-même. Ça peut être quelqu'un d'autre. Ce qui compte, c'est juste, c'est pourquoi nous avons parlé de cooptation. C'est vraiment la méthode la plus simple de désignation, comme nous sommes encore au début. Dans la suite des temps, les choix seront plus différents. Parce que là, on aura des membres qui ont des cartes. Aujourd'hui, nous n'avons pas de membres. Personne n'a donné une cooptation, il n'y a pas de membres. Mais nous faisons une cooptation d'organisation pour qu'à-même nous puissions fonctionner, qu'il y ait des gens qui marchent pour nous. Donc, si on peut... je voudrais vous demander, s'il vous plaît, de vous asseoir là-bas. Vous qui êtes venus devant, si vous vous asseoir ici devant, comme ça, vous n'êtes plus concernés par le choix qui va se faire. Donc, si le frère pouvait donner les petits papiers à nos bien-aimés, dès que vous recevez les papiers, vous pouvez écrire le nom, et alors on va nous apporter ces papiers. Alors, voici la méthode, elle est très simple. Nous allons prendre les papiers qui seront là, on voit les noms qui se retrouvent un peu partout, ainsi de suite, jusqu'à un certain nombre. S'il y a besoin de donner encore des papiers pour mettre de l'ordre de préférence sur les différents noms qui seront donnés, on peut le faire. Nous sommes conscients de certaines difficultés, telles que, par exemple, un groupe de gens peuvent provenir, comme le disait l'auteur, provenir du même endroit, d'une même église. Ils se connaissent. Il est normal que les noms viennent très très vite. Alors nous tiendrons compte de mettre un peu de l'ordre dans tout ça. Nous allons pas prendre les gens qui même viennent de la même maison pour mettre dans un comité, autrement ce serait un comité à domicile. Donc nous voulons avoir un comité plutôt où les gens viennent d'un peu partout. Alors, la parité, on a cité le mot parité. Alors ici, on utilise pour parler de parité homme-femme. Donc, s'il vous plaît, les mamans fonctionnaires. Moi, je vais aussi noter un nom. fera le bulletin de vote. Ça, c'est tout le monde pouvait noter. Donc, donnez les papiers à tout le monde. Mimi de Radio Panique avec 8 voix, suivi de Madame Liliane, 5 voix. Notre Monsieur Lumembo, 4 voix. Monsieur Bishop Missi, 3. Monsieur Salazakou, 3. Madame Yvonne Nyota, 2. Monsieur Nitou, 2. Monsieur Géliland, 2. Monsieur Jean-Pierre Mabaya, 2. Monsieur Thomas Katoukou, 2. Donc voilà les préférences qui ont été exprimées. Et à leur côté, il y a 21 personnes qui ont eu une voix chacune. Alors comme nous l'avons promis, nous ne voulons pas mettre de côté les bonnes volontés exprimées dans cette cooptation. Nous gardons donc toutes les bonnes volontés
Par conséquent, je voudrais demander à madame, oui, c'est vrai. Est-ce que ceux qui sont là peuvent s'avancer, rejoindre l'autre équipe pour compléter votre comité? Donc, comme il peut s'allumer cette